On va s'attaquer aujourd'hui à un monument des Lumières, Candide de Voltaire. C'est l'histoire d'une idée, une belle idée bien optimiste qui va se prendre la réalité en pleine face. Un voyage satirique, féroce et au final, super éclairant. Voilà la phrase qui est au cœur de toute l'histoire. C'est une sorte de mantra que répète le philosophe Pangloss, et c'est la cible principale de Voltaire. Est-ce que cet optimisme à toute épreuve peut vraiment résister aux pires horreurs du monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, tout commence dans un endroit au nom aussi pompeux que ridicule, le château de Thunder Ten Tronckh. Voltaire s'éclate à nous décrire ce soi-disant meilleur des mondes en se moquant gentiment de la noblesse. Il note, avec une ironie mordante, que le château avait une porte et des fenêtres. Bref, on sent déjà la critique. Et ça, c'est très important à comprendre. Candide, ce n'est pas juste une histoire d'aventure, c'est un conte philosophique. Pour les penseurs des Lumières, c'était une véritable arme. Voltaire ne fait pas que raconter un voyage, il utilise chaque péripétie comme un scalpel pour disséquer les absurdités de son époque, que ce soit l'intolérance religieuse ou l'injustice sociale. Derrière chaque événement, il y a une idée. Notre héros, donc, c'est Candide. Son nom dit tout. Il est d'une innocence presque totale. C'est une page blanche, et son esprit a été entièrement formaté par les leçons de son prof, le grand philosophe Pangloss, qui lui a enseigné l'optimisme. Et voilà un petit aperçu de cette fameuse philosophie. Une logique de cause à effet qui est complètement absurde, totalement inversée. C'est une caricature géniale de la philosophie de Leibniz. Pour Pangloss, chaque catastrophe n'est qu'une étape obligée vers un bien plus grand. Une idée que Voltaire va prendre un malin plaisir à démolir. Bien sûr, ce petit cocon d'illusion ne pouvait pas durer. Un simple baiser échangé avec la belle Cunégonde, et voilà que Candide est expulsé à grands coups de pied aux fesses. C'est sa chute du paradis terrestre. Et c'est le vrai début de son voyage initiatique dans le monde réel, le vrai chaos. C'est maintenant que la véritable éducation de Candide va commencer. Seul, sans un sou, il va découvrir que le monde ne ressemble, mais alors pas du tout, aux belles théories de son maître. La philosophie de Pangloss va être mise à une très rude épreuve. À peine sorti de son château, Candide tombe sur la guerre que Voltaire décrit avec une formule qui claque, une boucherie héroïque. C'est un oxymore génial pour dénoncer la barbarie justifiée par le pouvoir. Et puis, chaque épreuve qui suit, la catastrophe naturelle, le fanatisme, la maladie, est une nouvelle gifle à l'optimisme béat. Ici, Voltaire fait quelque chose de très fort. Il ancre son récit dans une tragédie bien réelle qui a secoué toute l'Europe. Le tremblement de terre de Lisbonne, ce n'est pas juste une ville détruite, c'est un séisme dans les consciences. Comment un Dieu bon pouvait-il permettre ça? C'était la grande question qui hantait le XVIIIe siècle. Mais pour Voltaire, le pire, ce n'est même pas la catastrophe naturelle, c'est la réaction des hommes. Pour calmer la nature, on décide de brûler quelques personnes sur un bûcher. C'est le sommet de l'absurdité. C'est la preuve que la superstition et la peur peuvent mener à des crimes encore plus terribles que le mal qu'on essaye de combattre. Une critique féroce du fanatisme. Et pendant ce carnage, qu'est-ce qu'il devient, notre Pangloss? Eh bien, il s'accroche comme un fou à sa théorie. Cette phrase montre comment une idée, un système de pensée, quand on le pousse à l'extrême, devient une folie complètement déconnectée de la souffrance humaine. La théorie a littéralement dévoré l'empathie. Bon, après nous avoir plongé dans ce qu'il y a de pire, Voltaire nous offre une respiration. Candide et son valet Cacambo tombent par hasard sur un lieu secret, une société parfaite, coupée du reste du monde, l'Eldorado. Le contraste est total, absolu. D'un côté, on a l'Europe, avec ses guerres, son fanatisme, sa misère. De l'autre, l'Eldorado, la paix, la tolérance, un monde guidé par la science et la raison, sans prêtres, sans prison, où l'or est aussi commun que des cailloux. Bref, c'est l'utopie rêvée des Lumières. Et c'est là que Voltaire pose une question très fine. Face à un monde parfait, rationnel, sécurisant, qu'est-ce qui peut bien manquer à un être humain? Eh bien, la réponse, c'est l'irrationnel. Le désir, l'amour, l'obsession. Ce rêve de raison qu'est l'Eldorado ne suffit pas à retenir Candide. Il préfère repartir à la poursuite du fantôme de Cunégonde, avec l'illusion qu'il pourra acheter son bonheur avec tout l'or qu'il emporte. On arrive maintenant à la conclusion de ce long voyage. Après avoir encore tout perdu et subi de nouvelles déceptions, Candide et ses compagnons finissent par se retrouver. Et de tout ce chaos, une nouvelle forme de sagesse va enfin émerger. Le groupe est enfin réuni, mais tout le monde est abîmé, usé par les épreuves. Cunégonde est devenue laide, Pangloss a perdu une jambe, les grandes discussions sur le sens de la vie, le bien, le mal, tout ça leur semble désormais complètement vain. Ils sont fatigués des mots qui n'ont rien changé à leur douleur. Et c'est là que Candide prononce la phrase la plus célèbre du livre. Ce n'est pas une grande théorie philosophique compliquée, c'est une conclusion toute simple.
très concrète, très pragmatique, qui vient directement de son expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire cultiver notre jardin? C'est un appel à l'action. Ça veut dire qu'il faut choisir le concret plutôt que les grands discours, le réel plutôt que l'illusion. Au lieu de se perdre un débat sans fin pour savoir pourquoi le monde va mal, il s'agit d'agir à sa petite échelle pour créer un petit coin où les choses vont bien. En fait, c'est l'antidote final à la philosophie de Pangloss. Le bonheur, nous suggère Voltaire, il ne se trouve ni dans un optimisme naïf, ni dans un désespoir total, mais plutôt dans le travail, dans le tangible. C'est une sagesse modeste, mais solide. Essayer de créer un peu d'ordre personnel au milieu du grand désordre du monde. Et cette conclusion, même si elle a plus de 250 ans, elle est d'une actualité incroyable. Elle nous renvoie à nos propres vies et elle nous pose une question essentielle. Face à la complexité et aux défis du monde d'aujourd'hui, quel est notre jardin? Sur quoi pouvons-nous agir, concrètement, pour améliorer notre petit coin du monde? La question reste ouverte.